Derrière la légende du couple romantique de Sissi et François-Joseph se cache la vérité d'une famille sombre. À la cour de Vienne, François-Joseph, à la tête d'un empire de 50 millions de personnes, travaille sans relâche et voit ses enfants rarement. Sissi, elle, aime ses enfants d'un amour inégal. Elle parle allemand avec les aînés, Rodolphe et Gisèle, et hongrois avec sa benjamine, Marie-Valérie, son enfant préféré. L'influence de sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie, pèse lourdement sur sa vision de la maternité et marque profondément l'éducation de ses enfants. 3 enfants, 3 destins, une fratrie divisée, une famille désunie, minée par les tensions et les silences, qui précipitent l'un des plus grands drames de l'Europe, Mayerling. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer la relation de Sissi avec ses filles, Gisèle et Marie-Valérie, mais aussi avec son fils Rodolphe, les rivalités et les secrets qui divisent la fratrie impériale. Avant de continuer, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like et partagez votre avis en commentaire. Moins d'1 an après son mariage avec l'empereur en 1854, la jeune impératrice donne naissance à une première fille, la petite Sophie. L'enfant apporte une immense joie à ses parents et symbolise le bonheur et l'espoir d'un jeune couple, encore unis par les premiers élans de leur union. Mais moins d'1 an plus tard, une seconde naissance survient, celle de Gisèle. Cette fois, la joie n'est plus la même. Si l'empereur reste digne et élégant, sans jamais montrer sa déception, l'impératrice, elle, peine à cacher la sienne. Elle espérait un héritier et accueille cette nouvelle naissance avec froideur. Dès lors, elle ne parvient jamais à éprouver pour Gisèle l'affection qu'elle avait ressentie pour la petite Sophie. Le drame se produit lorsque l'impératrice décide de se rendre en Hongrie avec ses enfants, afin de les présenter au peuple hongrois. Sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie, s'oppose fermement à ce voyage, estimant les fillettes trop jeunes pour une telle expédition. Malgré ses avertissements, l'impératrice maintient sa décision. C'est au cours de ce séjour que la tragédie survient. La petite Sophie tombe gravement malade et meurt à l'âge de 2 ans. Cette disparition bouleverse profondément l'impératrice. Accablée par la culpabilité et le chagrin, elle sombre dans une profonde dépression dont elle ne se remettra jamais totalement. À partir de ce moment, tout change. Épuisée par la douleur et enfermée dans son chagrin, elle cesse de s'opposer à sa belle-mère. L'éducation des enfants lui échappe et passe sous l'autorité de l'archiduchesse Sophie. Gisèle grandit ainsi loin de l'affection maternelle, dans un climat de distance et de froideur. En 1858, naît enfin l'héritier tant attendu de la monarchie, l'archiduc Rodolphe. L'Empire se réjouit, et la naissance du prince héritier semble combler les attentes de la dynastie. Pourtant, l'impératrice n'éprouve pas le bonheur que l'on pourrait attendre d'un tel événement. L'éducation de l'héritier, comme celle de sa sœur Gisèle, échappe rapidement à son autorité. Tous deux sont placés sous la tutelle de l'archiduchesse Sophie, qui veille à leur formation selon les strictes traditions de la cour. Rodolphe grandit ainsi aux côtés de sa sœur, sous l'influence dominante de sa grand-mère, avant que son instruction ne soit confiée à des précepteurs, notamment issus du milieu militaire, chargés de former le futur souverain. En 1865, alors que Rodolphe n'a que 7 ans, Élisabeth intervient personnellement dans son éducation. Elle écarte le précepteur Gondrecourt, jugé trop brutal, et le remplace par Joseph Latour. Cette décision montre sa volonté de protéger son fils et marque un rapprochement entre eux, même si leur rencontre reste rare. Latour devient pour l'enfant une figure presque paternelle. Il lui transmet des conceptions libérales qui influenceront durablement sa pensée et feront de lui ce qu'il deviendra. Cette éducation dite anti-aristocratique l'isole peu à peu de son entourage et crée des tensions durables. À la cour, il est considéré comme révolutionnaire, bourgeois et anticlérical. Des jugements qui montrent le fossé entre l'héritier et le monde auquel il appartient. L'équilibre familial se transforme en 1868 avec la naissance de Marie-Valérie d'Autriche. Cette fois, Élisabeth accouche en Hongrie, pays dont elle maîtrise désormais la langue et auquel elle est profondément attachée. En donnant naissance à sa fille à Bouda, elle scelle ce lien. Pour la première fois, elle confie à sa femme de chambre « Maintenant, je connais ce que c'est que la félicité d'avoir un enfant ». Aussitôt surnommée l'enfant de la Hongrie, Marie-Valérie devient l'objet d'une attention constante.
L'impératrice la protège avec ferveur et en fait progressivement son enfant préféré. À 10 ans, elle est déjà sa favorite et lui voue un attachement intense, parfois jugé excessif. Ce traitement inégal a des conséquences visibles sur les relations entre les enfants. En 1873, l'archiduchesse Gisèle épouse le prince Léopold de Bavière lors d'un mariage arrangé, célébré le 20 avril à Vienne. Âgée de seulement 16 ans, elle contracte une union conforme aux intérêts de la dynastie. En quittant définitivement la cour impériale pour la Bavière, elle disparaît de la vie quotidienne de sa mère, comme si l'on se séparait sans regret d'une fille devenue secondaire. Cette distance scelle définitivement la froideur de leur relation. Gisèle d'Autriche apparaît désormais comme une figure extérieure et ne revient à la cour que pour les fêtes officielles. Rodolphe, quant à lui, est largement privé de l'attention maternelle. La relation entre Élisabeth et son fils Rodolphe reste cependant marquée par une contradiction. L'adolescent admire chez sa mère son intelligence vive et son esprit brillant. Rodolphe hérite aussi de son tempérament. Il aime la littérature, la chasse, les voyages et l'écriture, et partage plusieurs de ses passions. Toutefois, Gisèle et Marie-Valérie ressemblent davantage à leur père et lui témoignent un attachement plus fort que son fils unique. Face à la place accordée à Marie-Valérie, Rodolphe développe une profonde jalousie et se montre envers elle distant et sombre. La relation entre le frère et la sœur se tend. Rodolphe se comporte comme un étranger. Et Marie-Valérie reconnaît elle-même dans ses mémoires que, bien qu'ils vivent sous le même toit, elle ne le voit que rarement et ne le croise presque jamais. La vie familiale ne favorise pas les rapprochements. François-Joseph travaille sans relâche, laissant peu de temps aux réunions familiales. Quant à Élisabeth, elle aurait pu compenser cette absence, mais elle ne fait aucun effort en ce sens. La famille impériale se retrouve rarement au complet. Les tensions ne se limitent pas à la fratrie. L'arrivée de Stéphanie de Belgique introduit un nouveau motif de discorde. Méprisée à maintes reprises par Élisabeth et Marie-Valérie, elle devient l'objet de moqueries qui finissent par parvenir jusqu'à elle. Pourtant, par respect pour François-Joseph et fidèle à son éducation monarchiste et profondément catholique, elle ne réagit pas. Malgré les humiliations, elle s'efforce de remplir son rôle avec dignité, gagne progressivement l'estime des Autrichiens et des Hongrois, et évite tout faux pas. La complicité entre Élisabeth et sa fille se manifeste aussi dans leur raillerie. Elle se moque volontiers de la princesse héritière, la décrivant comme sévère et pesante, transformant ses critiques en moments de connivence. Rodolphe se retrouve ainsi pris entre une épouse rigide et une mère ironique, ce qui accentue encore son isolement. Les rencontres familiales restent rares, et lorsqu'elles ont lieu, elles sont marquées par des tensions visibles. Querelles et jalousies s'y manifestent ouvertement. À Noël 1887, Marie-Valérie évoque elle-même le pénible malaise qui règne. Elle dit « La famille n'est jamais véritablement réunie. Ce qui manque, ce sont le respect et la confiance. » Cette situation creuse progressivement une fracture au sein de la fratrie. Un paradoxe s'impose alors. Élisabeth se montre distante envers un fils qui lui ressemble profondément, tandis qu'elle voue un attachement excessif à une fille qui suit une voie presque opposée. Marie-Valérie apparaît posée, pieuse et raisonnable, et observe avec désarroi les fantaisies de sa mère, là où Rodolphe s'en éloigne autrement. Cette opposition accentue encore les divisions familiales. Sur le plan des idées, le frère et la sœur s'opposent clairement. Marie-Valérie rejette l'idée d'une Allemagne unifiée sous l'autorité de Berlin, malgré la diffusion de ses conceptions dans l'entourage impérial. Contrairement à son frère, elle est profondément catholique, fidèle aux enseignements de l'Église et hostile au libéralisme. Elle s'inquiète aussi du salut de sa mère, dont les convictions religieuses demeurent plus libres. Ce contraste crée une tension discrète mais réelle entre la fille et l'impératrice. La relation entre Marie-Valérie et François-Joseph est d'une nature très différente. À 15 ans, elle évoque avec tendresse les moments passés auprès de lui. Elle écrit « Je suis restée assise une bonne heure près de lui tandis qu'il travaillait. Mon père a levé la tête et m'a demandé « Tu ne t'ennuies pas ?»« Oh non, papa, c'est si bon d'être assise là. » L'empereur me répond simplement « Beau plaisir » avant de reprendre son travail. Elle conclut « C'est tellement beau d'avoir un père pareil. » La présence d'Élisabeth perturbe cette complicité. Lorsque Sissi est là,
Marie-Valérie n'ose plus exprimer librement son affection pour son père. Elle écrit « L'intimité idéale a disparu. Je n'ose plus lui montrer combien je l'aime. » La relation devient alors ambiguë, comme si l'impératrice se l'appropriait, imposant une distance et une retenue qui n'existaient pas auparavant. Lorsque vient le moment du mariage, la relation privilégiée entre Marie-Valérie et sa mère se confirme. Plusieurs prétendants se présentent, notamment Frédéric Auguste, prince héritier de Saxe, et Miguel de Bragance. Marie-Valérie refuse les unions dynastiques et affirme sa volonté d'un mariage d'amour. Sur ce point, Élisabeth la soutient avec détermination. Elle trouve en sa mère non seulement un appui, mais aussi une amie et une confidente, ce qui la distingue nettement de ses frères et sœurs. Pour choisir son époux, Marie-Valérie agit avec l'aide de sa mère. Ensemble, elles observent et évaluent les prétendants. Lorsque le prince Alphonse de Bavière se rend à Vienne, la jeune archiduchesse ressent immédiatement un profond malaise, se sentant observée comme une vache sur le marché aux bestiaux. Cherchant à l'impressionner, le prince se lance dans un long discours sur les chevaux et leur attelage, ce qui ennuie profondément l'impératrice et sa fille. Élisabeth le déstabilise alors par une ironie subtile qu'il ne comprend pas. Son manque d'esprit suscite le mépris et provoque chez Marie-Valérie une réaction sans appel. Il semble d'un naturel excellent, mais ne me fait aucune impression. Lorsque Marie-Valérie tombe amoureuse, la position de sa mère ne change pas. Elle reste son alliée. L'élu est l'archiduc François Salvator, issu de la branche toscane des Habsbourg. Ce choix déplaît d'abord à François-Joseph, en raison d'un degré de parenté jugé trop proche. Mais Élisabeth soutient sa fille et organise leur rencontre au Burgtheater. La volonté d'Élisabeth de protéger sa fille accentue les tensions familiales. Elle méprisait le mariage de Rodolphe, qu'elle jugeait dénué d'amour, et refusait qu'un tel destin soit imposé à Marie-Valérie. Chaque difficulté est interprétée à travers le bien-être de sa fille, au point que ses relations avec son fils se dégradent. Elle en vient à considérer Rodolphe comme un ennemi de Marie-Valérie, sans percevoir l'état réel dans lequel il se trouve. La compréhension est réciproque. Un jour où Rodolphe apparaît abattu, l'impératrice lui demande s'il est malade. Il répond simplement « non », seulement fatigué et nerveux. Il avait compris depuis longtemps que sa mère ne pouvait ni l'aider, ni même le comprendre. Dans ce contexte, Élisabeth lui recommande encore de veiller sur sa sœur, se décrivant elle-même comme « une enfant du dimanche qui peut apporter le bonheur et le malheur ». Rodolphe répond « Je ne ferai jamais aucun mal à Valérie, maman ». Mais le malheur est déjà présent, et il commence à nourrir des pensées suicidaires. Parallèlement, l'avenir matériel de Marie-Valérie devient une priorité. Elle confie dans son journal combien l'idée que la villa d'Ischl puisse revenir un jour à Rodolphe et à son épouse lui est insupportable, allant jusqu'à écrire « si pénible que je préférerais mettre le feu à cette villa que j'aime tant ». Élisabeth la rassure en affirmant que la propriété reviendra à sa fille et agit avec constance pour lui garantir une position stable. Les fiançailles de Marie-Valérie sont retardées par un événement tragique, le drame de Mayerling. Le 30 janvier 1889, au pavillon de chasse de Mayerling, le prince héritier Rodolphe est retrouvé mort aux côtés de Marie Vetsera. Cette disparition bouleverse l'Empire austro-hongrois et plonge la famille impériale dans un deuil profond, interrompant les projets de mariage de la jeune archiduchesse. Le corps du prince héritier est exposé à la Hofburg. Le 31 janvier au matin, l'impératrice Élisabeth se rend auprès de son fils. Elle s'approche, se penche et l'embrasse sur la bouche. Marie-Valérie décrit la scène dans son journal. Il était si beau et reposait si paisiblement. Le linceul blanc remontait jusqu'à la poitrine, des fleurs tout autour de lui. L'expression incertaine avait fait place à un paisible sourire. Jamais il ne m'était apparu aussi beau. Il semblait dormir et baigner dans le calme et le bonheur. Quelques heures plus tard, dans cette même pièce, l'impératrice perd contenance pour la première fois et se met à pleurer amèrement. Stéphanie est présente avec sa fille Hershey, âgée de 5 ans. Elle ne cesse de demander pardon, consciente que son manque de dévouement a pu contribuer au drame. Mais ni Élisabeth ni Marie-Valérie ne modifient leur position et considèrent Stéphanie comme, au moins en partie, responsable. Élisabeth le formule sans détour.
Il ne serait pas devenu comme cela s'il avait eu une autre épouse, capable de le comprendre. 2 ans après Mayerling, la violence de ce jugement ne s'atténue pas. Elle s'accentue. Élisabeth lance à Stéphanie « Tu as haï ton père, tu n'as pas aimé ton mari, et tu n'aimes pas non plus ta fille. » Dans le même temps, les lettres laissées par Rodolphe circulent dans un cercle très restreint. Il rédige plusieurs lettres d'adieu sans jamais expliquer son geste. La plus longue est adressée à sa mère. Il s'y dit, selon les termes rapportés par Marie-Valérie, indigne d'écrire à son père. Il y évoque Marie Vetsera comme un ange pur qui l'accompagne là-bas et exprime le souhait d'être enterré auprès d'elle à Heiligenkreuz, un vœu qui ne sera pas exaucé. Rodolphe laisse également de brefs messages à plusieurs proches, son épouse Stéphanie, sa mère, sa sœur Marie-Valérie, sa sœur Gisèle, ainsi qu'à ses domestiques et à certaines personnes de son entourage. Une partie de cette correspondance est détruite ou conservée dans le secret, si bien que certains textes ne seront jamais révélés. Un court billet adressé à Marie-Valérie est toutefois connu. Rodolphe y écrit « Le jour où papa fermera les yeux, les choses deviendront très dangereuses en Autriche. Je sais trop bien ce qui adviendra, et je vous conseille alors d'émigrer. » Après la mort de Rodolphe, Élisabeth ne modifie pas son interprétation des événements. Elle attribue en partie la dérive de son fils à l'hérédité et à une disposition au malheur. Elle accuse les circonstances et les personnes, sans jamais remettre en cause son propre rôle. Peu à peu, le récit officiel se fige autour de figures simples. Une épouse jugée défaillante, une maîtresse idéalisée et un héritier fragile. Pourtant, les faits révèlent une réalité plus complexe. Rodolphe apparaît comme un homme qui doute de l'avenir de l'Empire qu'il doit incarner. Ses lettres n'expliquent pas son geste, mais en laissent deviner les raisons. Même face à la tragédie, la famille impériale préfère déplacer les responsabilités plutôt que de les affronter. Élisabeth affirme se sentir née pour le malheur, transformant la catastrophe en destin et évitant toute remise en question directe. Dans les mois qui suivent, son comportement évolue. Elle s'intéresse au spiritisme et cherche à entrer en contact avec son fils disparu. Cette tentative traduit son refus de clore le drame. Sa relation à la religion se modifie également. Marie-Valérie, catholique stricte, se tient à l'écart de ces dérives, tandis qu'Élisabeth développe une spiritualité plus personnelle, détachée des cadres traditionnels. Selon Marie-Valérie, Rodolphe aurait tué sa foi, signe que la crise dépasse largement le cadre familial. Face à l'empereur, Élisabeth ne retrouve pas non plus d'équilibre. Elle reconnaît sa force, c'est lui qui unit les éléments les plus contradictoires. Mais cette admiration demeure distante. Les éléments disponibles révèlent ainsi une réalité plus profonde. Rodolphe apparaît comme un homme isolé, dans son mariage, dans sa famille et dans ses convictions politiques. Il n'a pas seulement été un héritier fragile, emporté par une passion ou une faiblesse. Il a été au cœur d'un système familial et politique incapable de le comprendre, et qui, après sa disparition, a préféré organiser la mémoire plutôt que d'affronter les faits. Le deuil s'accompagne d'un profond désenchantement. Élisabeth considère la mort de son fils comme une honte qu'elle souhaiterait cacher aux yeux du monde. Son humeur s'assombrit et sa tension nerveuse s'accentue. « Maman me cause maintenant beaucoup de soucis », écrit Marie-Valérie. Elle comprend qu'une existence partagée dans la douleur ne peut ressembler à la vie d'autrefois. L'impératrice évoque sans cesse la mort, comme si elle aspirait à s'en rapprocher. Elle confie à sa fille « Maman ne sera sans doute plus jamais comme avant. » Elle envie Rodolphe de ne plus être de ce monde, et songe jour et nuit à la mort. Elle est trop vieille et trop lasse pour lutter. Ses ailes sont brûlées et elle ne souhaite que le repos. En octobre 1889, elle offre à ses filles Gisèle et Marie-Valérie ses vêtements, ses ombrelles, ses bijoux et ses parures. Elle renonce aux fastes impériaux et adopte de simples habits noirs qu'elle ne quittera plus jusqu'à la fin de sa vie. Elle se défait également de ses diamants, perles et émeraudes qu'elle distribue à ses proches. Peu à peu, elle se détache du monde et s'éloigne de la cour. En 1896, elle confie à Marie-Valérie que le prince héritier lui apparaît parfois en rêve et qu'elle espère qu'il viendra un jour la chercher pour l'emporter auprès de lui.
Elle se détourne progressivement du christianisme traditionnel et développe une vision plus personnelle de l'existence, empreinte de fatalisme et de mysticisme. Malgré tout, l'empereur François-Joseph demeure pour elle un point d'ancrage. Élisabeth aspire parfois à quitter Vienne pour toujours, mais elle se sent retenue par son devoir et par l'affection qu'elle porte encore à son époux. Consciente de la fragilité de son esprit, elle avoue connaître la peur et l'angoisse, redoutant de sombrer dans la folie. Une consolation demeure pourtant, le mariage de sa dernière fille, Marie-Valérie. En juillet 1890, l'archiduchesse épouse l'archiduc François Salvator à Ischl. La cérémonie, simple et intime, contraste avec les fastes habituels de la cour de Vienne. Il s'agit du seul mariage d'amour parmi les enfants du couple impérial. Mais ce bonheur n'apaise pas l'impératrice. Elle le ressent comme une perte supplémentaire. Incapable de se consoler, elle demande à la belle-mère de sa fille de ne pas rendre visite au jeune couple durant sa lune de miel. Plus tard, elle adresse à Marie-Valérie de tendres lettres, implorant la protection divine pour sa petite Colombe et espérant la naissance d'enfants. Malgré cet attachement profond, ces visites restent rares et brèves. Élisabeth se persuade qu'elle n'a plus sa place dans une vie familiale paisible. Elle dit « Le nid des hirondelles ne convient pas à la mouette marine ». Une existence heureuse et tranquille n'était pas faite pour elle.